Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session d'information. 26 octobre, jour mémorable dans l'histoire politique du Bénin, il y a 49 ans exactement, soit le 26 octobre 1972 que l'armée d'alors a pris le pouvoir et dissout le Conseil présidentiel ainsi que l'Assemblée nationale. Conférence de presse hier de 3 ministres et du porte-parole du gouvernement. Objectif, mettre un terme aux nombreuses supputations qu'ont suscité les lois votées la semaine écoulée à l'Assemblée nationale sur l'avortement et le code des personnes et de la famille. Et puis hors de nos frontières, reprise du procès de Thomas Sankara au Burkina Faso, la mort de l'ancien président tué le 15 octobre 1987 lors d'un coup d'État a fait l'objet d'une longue enquête ouverte le 11 octobre dernier. On en parle dans cette édition. Attention, devoir de mémoire, 26 octobre 1972, 26 octobre 2021, cela fait exactement 49 ans que le Dahomey, alors appelé enfant malade de l'Afrique en raison de la forte instabilité politique qui caractérisait le jeune État, enregistrait son 5e coup d'État réussi. Ce coup d'État est venu mettre un terme à la série ininterrompue de putsch qui agitait le pays depuis son indépendance acquise le 1er août 1960. L'armée d'alors s'était engagée solennellement à donner au peuple dahoméen l'espoir d'une aube véritablement nouvelle. Elle a donc pris le pouvoir en République du Dahomey et dissout le Conseil présidentiel ainsi que l'Assemblée nationale. Le commandant Mathieu Kérékou a alors pris la tête du nouveau gouvernement. Les Béninois s'en souviennent, ils sont au micro de Clémence Tonoucroix. Le jeudi 26 octobre 1972, ça nous rappelle la prise de pouvoir par le feu général Mathieu Kérékou. Je pourrais dire que c'était un commandant, il fut commandant ce jeudi 26 octobre 1972. C'était vers midi, lors du conseil des ministres. C'était le gouvernement militaire révolutionnaire JMR à l'époque. C'est ça qui nous a permis de faire taire les coups d'État répétés au Dahomey à l'époque. Je crois que avec l'avènement du feu général Mathieu Kérékou, nous avons connu la révolution. C'était une très belle période. 26 octobre 1972, c'est en ce moment le général Mathieu Kérékou a pris le pouvoir. 72, nous étions encore au primaire en ce moment-là. Donc de 72, nous avons eu les événements de 77 avec l'histoire des mercenaires. Quand il y a coup d'État, un militaire prend le pouvoir. Bon, il y a eu des arrestations en ce moment-là. Les anciens qui étaient là, les Magas, les Aoumandégbé, on a été obligés de les prendre tous. C'était ça le coup d'État, mais il n'y avait pas... Une délégation du gouvernement a animé une conférence de presse ce lundi à Cotonou. Ces émissaires du gouvernement étaient face aux hommes des médias pour éclairer l'opinion publique sur les dernières lois votées à l'Assemblée nationale. Samson Oké pour les détails. Le porte-parole du gouvernement, accompagné de 3 ministres de la République face aux hommes des médias. Objectif, expliquer et justifier la position du gouvernement par rapport aux nouvelles lois votées à l'Assemblée nationale, notamment la loi portant sur la santé sexuelle et reproductive et celle portant sur le code des personnes et de la famille en République du Bénin. Il était utile de revisiter les dispositions de chacune de ces lois ou de les initier lorsqu'elles n'existaient pas, pour donc appréhender au mieux les infractions qui ont été adressées par ces tests-là, le tout, encore une fois, dans la perspective d'une meilleure protection de la femme dans notre société. Nous sommes dans un système
où, pour utiliser les mots savants, l'interruption de grossesse est libéralisée, mais en réalité, ce n'est pas une libéralisation à tout vent. C'est contrôlé, c'est encadré, et lorsqu'il y a donc des dérives, au-delà donc de ce qu'on a limité le nombre de semaines au terme duquel l'interruption volontaire de grossesse ne peut plus survenir, c'est que, 1, il y a une obligation de conseil pour tous ceux qui interviennent. 2, il y a la punition de la loi toutes les fois où il y a dérapage, où il y a dérive. Pour le gouvernement, les lois incriminées viennent encadrer l'interruption volontaire de la grossesse et non faire sa promotion, comme pensent certains Béninois. Dire aujourd'hui que le gouvernement a légalisé l'avortement, le gouvernement parle d'avortement et c'est pour ça que les gens vont avorter, c'est comme si nous nous voilions la face. C'est comme si c'est aujourd'hui que l'avortement existe au Bénin. Et pourtant, tous les jours, ça se passe dans les coins de rue, dans des conditions exécrables, à la limite abominables. Un gouvernement responsable ne peut pas être de mauvaise foi lorsqu'il entreprend des réformes. Un gouvernement ne peut viser, un gouvernement responsable, je veux dire, ne peut rien entreprendre qui ne soit destiné au plan social, au plan économique, même au plan politique, à l'amélioration des conditions de vie, ce que nous appelons le mieux-être des concitoyens. Voilà qui est clair. Le gouvernement, dans ce projet de loi voté par les députés, est dans sa logique de créer les meilleures conditions de bien-être à ses citoyens. Précisons que les lois incriminées ont été votées à l'Assemblée nationale dans la nuit du jeudi 21 octobre 2021. Parlons toujours des lois. L'enfant peut désormais porter le nom de son père ou de sa mère, soit les deux noms dans l'ordre souhaité. Cette nouvelle disposition est issue de la décision DCC 21-269 de la Cour constitutionnelle qui remet en cause la rupture d'égalité entre les sexes en se basant sur la transmission du nom du père ou du mari voulu par les articles 6 et 12 du Code des personnes et de la famille. Quelle lecture peut-on faire de cette nouvelle décision? Élément de réponse avec Louis Fidéignon. Il est avocat au barreau du Bénin. Notre Code de la famille qui date de 2004. Donc c'est un code qui est vieux de 17 ans. Ce code, au moment où il a été adopté, est passé déjà devant la Cour constitutionnelle, qui a déclaré le code conforme à la Constitution. Donc, il a fallu attendre le 21 mai dernier pour qu'une requérante saisisse la Cour pour dire que, en vertu du principe d'égalité, qu'il y a discrimination et inégalité au détriment de la femme. Ce code a fait l'objet d'une décision de conformité par la Cour constitutionnelle. Donc, au nom du principe de l'égalité tel qu'affirmé par la Cour constitutionnelle, la Constitution du Bénin, il est dit donc qu'en réalité, nous sommes égaux. L'article de la Constitution qui affirme l'égalité entre hommes et femmes est confirmé en même temps par la Charte africaine des droits de l'homme qui a donc affirmé aussi ce principe d'égalité. Il faut dire que au moment de la décision, il y avait le représentant de l'Assemblée nationale, il y avait le représentant du garde des Sceaux. L'Assemblée nationale, par son représentant, a estimé qu'il faut rejeter cette requête-là, en vertu de quelques principes, à savoir, il y a autorité de choses jugées, le Code de la famille a été déjà une fois promulgué sur la décision de l'ancienne Cour constitutionnelle qui a réclamé que c'est conforme à la Constitution, qu'il ne fallait pas faire droit à cette requête. Le représentant du garde des Sceaux n'a pas fait d'observation et s'en est remis à la Cour. Donc la Cour a donc
consolider maintenant le principe de l'égalité entre l'homme et la femme et concernant les enfants. Donc, l'homme, bien sûr, on dit que c'est un privilège. La loi, c'est que l'homme porte le nom, mais la femme aussi a le même droit de donner son nom à son enfant. C'est que cette décision a beaucoup de conséquences. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. L'enfant qui est né là, si vous portez seulement le nom du père, quand il va grandir, il va saisir la cour constitutionnelle pour dire « Ah, moi je suis né de... Ma maman est Tantampion et on m'a fait porter seulement le nom de mon père. » Donc il va revendiquer qu'on lui ajoute le nom de sa mère. Le code de la famille est un véritable baril de poudre avec cette décision qu'on va soulever à tout temps. Depuis 17 ans, il n'y a pas de problème. Maintenant, la requérante a soulevé concernant le nom. Or, vous savez que c'est la famille. Est-ce qu'on instaure la paix dans la famille? Est-ce qu'on instaure la sérénité? Moi, je n'en sais pas. Mais je crois que la décision est suffisamment grave, même si elle semble juridiquement être pertinente. On en parlait depuis hier, le Fonds national de développement agricole, FNDA, fait des heureux parmi les exploitants agricoles destinés à promouvoir l'investissement privé dans le secteur agricole. Plusieurs Béninois ont bénéficié de ce fonds pour concrétiser leurs différents projets. Reportage. Ici, en pays agolin, Apollinaire Amoussou possède l'une des plus grandes pépinières du Bénin. Un vaste domaine exploité et entretenu qui s'étend à perte de vue. Dans le but d'accroître sa production et de mieux commercialiser ses plants, cet entrepreneur agricole a eu recours au Fonds national de développement agricole qui lui a facilité un crédit de 17 millions de francs CFA. FNDA si alogouement et do nota télévision pour en suivre comme à Georgia de là un plan d'affaires pour déposer au clé partir nous et sous coufou bon il est dossier hein il est vraiment le fidèle microfinance de terre non il quoi réagi non blo ndo compte do et per ko beteza 17 millions nous est voir représenter au support man do aso wa inu kon yi gbetoton ore mama ko da ho mo ko tan no si wa so su bole a on den wa iko o mo do aso dion e nanu kuma. Il a l'habitude de prendre des financements, faire des prêts au niveau des structures, mais il n'a jamais eu le montant qu'il souhaite. Donc on lui a proposé d'aller vers le FNDA et il a accepté. On l'a orienté vers une structure d'appui d'encadrement, une SAE, qui lui a monté son plan d'affaires et puis il est allé déposer. Il lui a donné la fiche d'aliment, il est allé déposer. Puis ça... À plusieurs encablures de Covey, nous voici à Savalou, la cité des Soravis, et précisément à Kpakpassa. Dans ce petit village, la coopérative Ouanignon a aussi bénéficié d'un crédit facilité par le Fonds national de développement agricole afin d'intensifier la production et la transformation de manioc. 6 millions de 6 millions de nous disons et support et nous connaissons soukoudé bon ou abondé ni akosu dans le domaine moi me déchou nous comptons me dire me modo faire nyesi ali ho pour na denimi. NDA c'est un bon moyen pour en réalité aider les producteurs parce qu'aujourd'hui on a compris que pour le développement de chaque nation sans le volet agriculture il ne pourra pas avoir un développement. Avec 50% de la garantie du crédit à la charge du FNDA et un taux d'intérêt allégé, le Fonds national de développement agricole se veut un véritable moteur de croissance pour les projets agricoles au Bénin. Actualité en dehors du Bénin, la reprise du procès de Thomas Sankara au Burkina Faso. La mort de l'ancien président tué le 15 octobre 1987 lors d'un coup d'État a fait l'objet d'une longue enquête ouverte le 11 octobre dernier. Le procès avait été suspendu à la demande d'avocats de la défense. 12 des 14 accusés étaient présents lundi. Exilé en Côte d'Ivoire, le principal accusé, l'ancien président Blaise Compaoré,
Porté au pouvoir à la faveur d'un putsch en 1987, lui ne participe pas à ce procès. Un procès qui va durer de 2 à 4 mois. Écoutez les avocats des deux parties. S'ils peuvent aider dans ce dossier-là, moi je pense que pourquoi pas aller à la vidéoconférence. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent vraiment se libérer de ce problème. Parce que quand même, ça fait 34 ans. Il y en a qui avaient 28 ans à l'époque. Aujourd'hui, ils ont 62, 63 ans, ils sont à la retraite. Ils sont fatigués. Mais comme ils sont inculpés, accusés, mais il y en a qui veulent franchement se libérer. Écoutez, nos clients en tant que partie civile auront droit à la fin de ce procès à une indemnisation. Et que l'action qui a été perpétrée par les militaires l'ont été dans le cadre, on va dire, de leur fonction. Ils ont utilisé les moyens de l'État. Je crois qu'il y aurait même un trouble à l'ordre public. La notion de trouble à l'ordre public, on n'en a pas suffisamment parlé. Mais vous imaginez que demain, la population apprend que les accusés dans ce procès exceptionnel sont en liberté. Vous imaginez le tollé que ça va créer. Et puis le coup d'État au Soudan hier place les problèmes démocratiques africains une nouvelle fois sur le devant de la scène internationale. Le 11e putsch depuis 10 ans sur le continent. Retour sur une décennie de putsch en Afrique avec nos confrères de RT France. L'Afrique, un continent de 54 États sur lequel on ne compte plus les coups d'État. Lors de la dernière décennie, 9 pays africains ont connu des renversements de gouvernement par les armes. Un chiffre édifiant qui s'illustre particulièrement au Mali, un pays qui a été le théâtre de 3 coups d'État en moins de 10 ans. Le premier intervient en mars 2012. Le président Amadou Toumani Touré est renversé après une décennie au pouvoir. Après une période de transition, c'est Ibrahim Boubacar Keïta qui lui succède grâce à son succès à l'élection présidentielle de 2013. Réélu en 2018, son mandat prend fin le 18 août 2020 de façon assez similaire à celle de son prédécesseur. Vous dire ma décision de quitter mes fonctions, toutes mes fonctions à partir de ce moment. Et avec toutes les conséquences de droit, la dissolution de l'Assemblée nationale et celle du gouvernement. Un coup d'État qui en sera suivi d'un autre 9 mois plus tard. Personnage central de ces 2 derniers putschs, le colonel Assimi Goïta, nouveau président de transition et véritable homme fort du pays. Autre coup marquant, celui mené par l'armée égyptienne en 2013 contre le tout nouveau président Mohamed Morsi. Élu démocratiquement après la chute d'Hosni Moubarak, renversé par les contestations liées au printemps arabe, le président islamiste ne reste qu'un an au pouvoir. C'est un autre vaste mouvement populaire qui conduira l'armée à destituer Mohamed Morsi. En 2014, après une courte transition, Abdel Fattah al-Sisi, un militaire de carrière, est élu avec 96,1% des voix et est depuis resté à la tête du pays. Autre exemple, celui de la chute d'Alpha Condé en Guinée, après avoir été réélu en octobre 2020 pour un 3e mandat malgré de forts soupçons de fraude, le président de la Guinée est finalement renversé moins d'1 an plus tard. Pour éviter que le pays ne tombe dans le gouffre, nous, Comité national pour le rassemblement et le développement, avons pris nos responsabilités comme tout soldat républicain. Nous voulons placer la transition qui s'ouvre sous le signe de l'espérance et d'une Guinée nouvelle, réconciliée avec elle-même, avec tous les fils du pays. Si l'armée a promis une concertation nationale afin de transmettre le pouvoir aux civils, la constitution d'un gouvernement démocratique semble être un lointain mirage. Une situation que ne connaît que trop bien le Tchad, pays qui a récemment vécu des événements similaires. Une véritable faillite de la démocratie en Afrique qui fragilise la stabilité du continent africain. Première victime de cette frénésie de coups d'État, les habitants des pays concernés. 21% de la population africaine est considérée comme sous-alimentée, ce qui représente plus du double que n'importe quelle autre région du monde. En France, le procès aujourd'hui des meurtriers présumés de Mireille Knoll à Paris. Cette octogénaire escapée de la Shoah a été assassinée il y a 3 ans à son domicile. Il y a une semaine, une plaque a été placée en sa mémoire.
11e arrondissement, au beau milieu du boulevard de Ménilmontant, une allée est baptisée en souvenir de ce drame qui avait créé un émoi national. Le 23 mars 2018, Mireille Knoll, 85 ans, rescapée de la Shoah, était retrouvée morte, tuée de 11 coups de couteau dans son appartement. C'était une promesse faite par la maire de Paris en 2018. Anne Hidalgo a rendu hommage à l'octogénaire. Un repère aussi, ce lieu, pour toutes celles et ceux, parisiennes, parisiens, visiteurs, touristes, qui voudraient aussi rendre un hommage à Mireille Knoll et faire vivre sa mémoire. Sur la plaque, cette inscription, Mireille Knoll, lâchement torturée et assassinée parce que née juive. Le caractère antisémite de ce meurtre avait été retenu par les 2 juges d'instruction en juillet 2020. Cette cérémonie était également l'occasion de délivrer un message. Le combat contre l'antisémitisme doit nous rassembler. C'est un combat profondément démocratique et républicain. Et au-delà des clivages politiques, il était important que chacun marque bien cette volonté de lutter contre toute forme d'antisémitisme aujourd'hui et demain, car l'antisémitisme est un poison, l'antisémitisme est un venin qui divise profondément et qui est un danger pour l'avenir de nos sociétés démocratiques. Les meurtriers présumés doivent comparaître ce mardi devant la cour d'assises de Paris. Un procès très attendu par la famille de Mireille Knoll. Nous, on attend une justice implacable. J'espère qu'ils vont être condamnés et qu'ils n'auront même pas le droit de sortir avant la fin de leur punition. Ils ne méritent pas de profiter de la vie, ces gens-là. Un meurtre contesté par les 2 suspects qui seront entendus ce mardi pour le début d'un procès qui doit durer jusqu'au 19 novembre. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv.